tous ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence. Si l'Ukraine et la révolution ukrainienne a fait la une des journaux depuis plusieurs mois, il est difficile de saisir l'ensemble des enjeux tant la situation est complexe. Est-ce que la révolution est le fait de citoyens excédés par une pratique autoritaire du pouvoir ou de groupuscules extrémistes? Est-ce que la Crimée doit à tout prix rester ukrainienne? Madame, pour répondre à ces interrogations, pour venir sur les causes de la révolution et pour se demander quelles peuvent être les perspectives qui s'offrent aujourd'hui à l'Ukraine, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Alexandra Goujon. Donc, merci à la Nous sommes très reconnaissants d'avoir accepté cette invitation malgré les nombreuses invitations que vous recevez par ailleurs. Nous vous en remercions très chaleureusement. Je tiens également à remercier l'IEP de Toulouse pour le soutien qu'il nous apporte, notamment financier. Il nous permet c'est grâce à son soutien que nous pouvons organiser des conférences régulièrement. Nous essayons de les diversifier afin de les rendre attrayantes et de pouvoir nous interroger sur les évolutions que connaît la société et sur leurs conséquences économiques, humaines et sociales. Je tiens également à remercier l'Université Toulouse 1 Capitole pour avoir mis à notre disposition cet amphithéâtre. Donc je ne vais pas être plus long, je vais tout de suite la parole à Léo et à Maëlle pour présenter plus en avant votre invité. Merci. Bonne conférence. Alors bonjour. Madame Goujon, vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Vous avez été au début du mois. En 1994, vous validez une maîtrise de sciences politiques, option relations internationales à l'université Panthéon-Sorbonne. Après une année universitaire à Irkoutsk, en Russie, vous obtenez en 1996 un DEA d'études comparées sur la transition démocratique en Europe de l'Est, à Sciences Po Paris. Puis en 2001, vous soutenez votre thèse, qui s'intitule Nationalisme et démocratie à la fin du RSS, les fronts populaires d'Ukraine et de Biélorussie. Donc, à partir de l'étude des discours, des actions des fronts populaires de ces deux pays, vous analysez alors les tensions entre les exigences démocratiques et les revendications nationalistes. Celles-ci prennent d'ailleurs de plus en plus de force à partir des années 80 dans les pays satellites de Moscou. Vous êtes actuellement maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne et vous êtes rattaché au CREDESPO qui correspond au Centre d'études en droit et en sciences politiques. Vous enseignez également à l'IEP de Paris. Dans son annexe à Dijon aussi, il me semble, vous animez un cours sur la transition politique dans les États post-soviétiques. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur l'Europe de l'Est. On peut citer notamment votre livre de 2009, Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie. Dans ce livre, vous vous penchez sur l'histoire de ces deux pays depuis 1988, à travers les événements majeurs qui sont connus depuis l'éclatement du RSS, et vous dressez un panorama de la révolution politique tumultueuse. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, donc de structurer cette conférence en 3 grandes parties. Déjà, dans un premier temps, il me semble nécessaire de revenir, entre guillemets, sur les événements majeurs de l'histoire de l'Ukraine et qu'on peut considérer peut-être comme l'origine de cette crise. Puis après, de faire un retour sur les événements récents et peut-être en nous dressant un panorama donc, des communautés et des revendications actuelles en présence. Puis après, de s'interroger donc sur les perspectives de l'Ukraine. Donc, alors, on aimerait tout d'abord revenir sur les origines du mouvement. Quelles sont-elles? Et on peut voir, par exemple, dans les médias, que cette crise peut apparaître comme une sorte de clivage au sein de la population ukrainienne. Mais est-ce réellement le cas? Voilà, c'est la première fois que j'ai un micro comme ça. C'est pour ça que je suis bien chose. Changer de micro par rapport au micro que j'ai habituellement à Dijon, Paris ou ailleurs. Bonjour à tous et à toutes. C'est la première fois que je viens à Toulouse, donc je suis particulièrement honorée de venir pour faire une conférence, et notamment une conférence sur l'Ukraine qui est, vous l'aurez compris,
compris un pays sur lequel je travaille depuis longtemps, presque maintenant 18 ans. C'est à ce titre-là, notamment, que j'ai été interrogée par les médias, nationaux d'ailleurs, et régionaux. Alors, je vais revenir, donc, comme vous le suggérez, sur les origines de la crise, je dirais même, sur les origines d'ailleurs de la protestation au départ, et puis peut-être dès à présent complexifier cette idée d'antagonisme Est-Ouest en Ukraine. J'ai quelques illustrations qui vont venir appuyer mon propos. Et alors là, vous avez une carte de l'Ukraine. Je vais partir d'une carte qui est peut-être plus parlante que celle-là, qui est la suivante. C'est la carte donc électorale, sans chiffres, je reviendrai là-dessus, j'aurais pu choisir de mettre d'ailleurs des chiffres, du second tour de l'élection présidentielle du 7 février donc 2010 en Ukraine, qui est finalement un des points de départ. C'est-à-dire que le point de départ, ça peut être 1991, ça peut être 2004, ça peut être 2010, ça peut être 2013, ça dépend, on peut expliquer la crise, en tous les cas la protestation, de plusieurs manières, et je pense qu'on utilisera ces différents angles au cours de cette conférence. Alors là, effectivement, déjà, la première chose que vous voyez suite à donc cette carte, donc en orange, Yulia Tymoshenko, que la plupart d'entre vous devez connaître, au moins visuellement, cette femme avec la natte sur la tête qu'on a l'habitude de voir dans les médias, qui donc a été libérée de prison assez récemment et qui était donc l'adversaire, enfin la première ministre sortante en 2010 et qui se présente à l'élection présidentielle. Face à elle, donc Viktor Yanukovych, qui est le président qui est élu en 2010 et donc qui est actuellement réfugié en Russie. Cette carte vous montre une première chose, c'est qu'il n'y a pas d'Est et Ouest déjà. C'est-à-dire que si on veut comprendre les enjeux, on parle du Nord-Ouest et du Sud-Est. D'accord ? Quand on regarde cette carte, on comprend aussi qu'il y a un point sur lequel j'ai l'habitude d'insister, qui est le centre de l'Ukraine, dont on ne parle pas, et qui est très important, Kiev, qui est ici, et qui vous montre que Kiev est une ville, enfin, ces simples résultats électoraux ne permettraient pas de le montrer, mais avec les différentes formes de protestation qu'on trouve à Kiev, ça permet de l'expliquer. Kiev est plutôt une ville, c'est compliqué de dire pro-occidentale, en tous les cas, progressiste, et qui n'est pas nécessairement attachée à la nostalgie de l'Union soviétique. Et quand on voit cette carte, on se dit, c'est bizarre, le bleu l'a emporté. Alors qu'on voit quand même plutôt du orange. Donc, là, on va rentrer un peu dans le détail des différences régionales en Ukraine, avec le fait que cette partie-là, avec ici la région de Donetsk, dont est originaire le président Yanukovych, qui a été, avant d'arriver aux affaires à Kiev, où il a été Premier ministre, notamment au début des années 2000, il a été longtemps gouverneur de cette région, la région de Donetsk. Cette région-là, de Donetsk et de Lugansk, donc au sud-est du pays, c'est ce qu'on appelle le Donbass. C'est là où on a de concentrer, et puis de toute façon dans tout le sud-est, mais surtout dans le Donbass, l'industrie ukrainienne. C'est cette partie-là qui a été particulièrement industrialisée pendant la période soviétique et qui, de ce fait, est très fortement peuplée. C'est-à-dire que dans ces régions-là, il y a beaucoup plus du sud-est, ici, beaucoup plus d'électeurs que dans ces régions-là. Ce qui fait que, numériquement, les régions de l'Est, électoralement, pèsent plus que les régions de l'Ouest.
Cette partie-là de l'Ukraine, que l'on appelle la Galicie, c'est une partie qui n'a pas fait partie de l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale, donc qui a été soviétisée plus tardivement, et surtout dans laquelle, donc, pendant la période d'entre-deux-guerres, l'identité ukrainienne, et notamment la langue ukrainienne, a été préservée davantage que dans les régions donc, soviétisées du reste de l'Ukraine. Autre point important, en dehors, donc vous voyez, il y a des différences, et cette partie-là, oui, pour répondre un petit peu à la question des différences régionales en termes économiques, cette partie-là est moins industrialisée, c'est-à-dire c'est là où on a moins de grandes entreprises, comme à l'est, d'entreprises métallurgiques. Ici, on a plutôt affaire à des petites et moyennes entreprises, et surtout à des régions plutôt rurales, hein, avec une donc, densité de la population moins importante, mais aussi une structure économique et sociale différente. D'accord ? Ce qu'il y a d'important, en fait, en Ukraine, c'est que ce sont ces régions du centre dans lesquelles se joue finalement l'élection. On pourrait comparer les régions du centre de l'Ukraine et celles qui sont notamment ici, à la frontière, finalement, proche de cette frontière entre le nord-est entre le nord-ouest et le sud-est. On pourrait les comparer à ce qu'on appelle aux États-Unis les swing states, hein, c'est-à-dire ceux qui, d'une élection à une autre, peuvent changer de bord. Hein. Et lorsque on se rapproche dans ces régions-là, si vous voulez, on a des résultats électoraux qui avoisinent les 50%. Plus on s'écarte, plus Tymoshenko a un pourcentage élevé, jusqu'ici où elle peut atteindre 80%. Et idem de l'autre côté, plus on s'éloigne des régions du centre, plus les pourcentages sont élevés. C'est pour ça qu'on a en gros, si vous voulez, deux extrêmes, mais qu'au milieu, on a une majorité de régions dans lesquelles la population peut être une partie de la population plutôt favorable au rapprochement avec l'Union européenne, aux réformes économiques, à la démocratie, et une autre population attachée, c'est compliqué de dire attachée au fonctionnement du système soviétique, mais plus conservatrice de ce point de vue-là par rapport à la manière dont fonctionnait l'Union soviétique. Peut-être, petite précision, puisque c'est quelque chose qui sera sans doute abordé, en tous les cas c'est une question qui revient souvent, la question de la langue, et peut-être la question identitaire en général. Bon. En Ukraine, il y a à peu près, si on prend le recensement de 2001, 70% de la population qui se définit comme ukrainienne. Un peu plus de 17% qui se définit comme russe, et puis un certain nombre de minorités nationales, juives, allemandes, grecques, hongroises, ruthènes, tatars de Crimée, bien sûr. Et donc, la question qui se pose, c'est que vous voyez que ces 70% de gens qui se disent ukrainiens ne sont pas forcément ceux qui vont tous parler l'ukrainien. Aujourd'hui, on a des Ukrainiens qui sont ukrainophones et des Ukrainiens qui sont russophones. C'est une question assez complexe. Tous les Ukrainiens ukrainophones sont aussi russophones. D'accord ? Sauf qu'ils décident, dans leur vie de tous les jours, de ne pas utiliser le russe. Ils sont russophones pourquoi ? Parce qu'il y a eu la soviétisation et la russification de l'Ukraine. Et que notamment, pour obtenir des postes de pouvoir à l'université, dans les entreprises, etc., dans l'administration, il fallait parler le russe. Et que le russe était enseigné dans les écoles. Donc les ukrainophones sont russophones, mais une partie d'entre eux décide de ne pas utiliser cette langue, sauf par exemple avec un étranger qui parlerait que russe et où il trouve relativement inconfortable de lui imposer l'ukrainien. Il y a des Ukrainiens qui sont russophones, et eux ne sont pas ukrainophones. Ils le comprennent généralement, c'est ce que j'entendais l'autre jour de la part d'une russe de Moscou, et je pense qu'elle avait raison, c'est-à-dire de dire, moi je suis russe de Moscou,
j'ai beaucoup de mal à comprendre l'ukrainien. Mais pour le russe qui vit en Ukraine depuis très longtemps, il est habitué à entendre parler ukrainien. Et notamment s'il est dans l'est de l'Ukraine, il peut entendre parler ukrainien, notamment dans les campagnes. Et puis il y a les gens d'origine russe, qui eux, la plupart du temps, sont russophones. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ukraine, y compris dans cette région, il est très difficile de distinguer les Russes des Ukrainiens. Je veux dire par là, de les scinder en deux groupes qui seraient totalement distincts, parce qu'en Ukraine, comme dans beaucoup de régions de l'ex-Union soviétique, il y a beaucoup de familles issues de mariages mixtes, où il y a des hommes et des femmes, un homme, une femme ukrainienne qui est mariée à un russe et vice-versa. Et après, la décision de la langue qui est adoptée dans la famille, elle peut être très variable, en fonction de la région dans laquelle on se trouve, en fonction aussi de, quelque part, de la sphère sociale et professionnelle dans laquelle on évolue. Là, je pourrais revenir s'il y a des questions plus précises là-dessus sur l'usage de la russophonie et de la langue russe et de la langue ukrainienne en Ukraine. Donc, vous voyez, c'est une question, la question identitaire est une question complexe, mais on ne peut pas ni complètement identifier les russophones comme étant une communauté à part, ni les Russes comme étant une communauté à part en Ukraine. Et quand on parle de Russes, on parle de gens qui sont citoyens ukrainiens d'origine russe. Aujourd'hui, on n'a aucune information, là je déborde un petit peu par rapport à des questions qui pourraient venir sur l'histoire de la Crimée et de la manière dont la Russie défend les Russes d'Ukraine. Aujourd'hui, on a très très peu d'informations en termes numériques du nombre de citoyens russes en Ukraine. Il y en a très peu pour la simple et bonne raison que, de une, l'État ukrainien ne reconnaît pas la double citoyenneté. Ceci dit, l'État ukrainien n'est jamais parti à la recherche de ceux qui auraient des passeports russes et auxquels il faudrait absolument retirer la citoyenneté ukrainienne. Moi, je connais des Ukrainiens qui ont la double citoyenneté, pas simplement avec la Russie, mais avec d'autres pays, et ils ne sont pas empêchés d'utiliser leur citoyenneté ukrainienne. Donc il y a une certaine, si vous voulez, un certain laxisme de ce point de vue-là. Et puis deuxièmement, parce que les relations entre l'Ukraine et la Russie font que des populations qui sont là, à l'Est, peuvent relativement facilement voyager d'un pays à l'autre, et que du coup, il n'est pas nécessaire d'avoir une citoyenneté russe pour pouvoir se déplacer sur le territoire de la Russie. Voilà en termes peut-être antagonisme Est-Ouest. On peut comprendre la complexité de la situation avec ces variables donc plutôt historiques, économiques et identitaires. Mais qu'en est-il Est-ce qu'on peut parler de variables religieuses, par exemple? Qu'en est-il de la religion dans ces clivages? Alors là aussi, effectivement, c'est assez complexe. Je vais vous montrer juste une photo de Maïdan avec... On ne voit pas très bien, mais... Oh mince, je suis en train de... Je vous dévoile tout d'un coup. Ça, c'est la place Maïdan avec son podium. Et vous voyez, alors j'ai pris cette photo ce jour-là, j'aurais pu en prendre une autre. Vous voyez les dignitaires religieux sur la place Maïdan. Les dignitaires religieux sont présents sur la place Maïdan depuis le début et régulièrement. Et d'autant plus régulièrement depuis qu'il y a eu donc la tuerie des 19 et 20 février dernier sur Maïdan. Mais ils étaient déjà présents au moment de la Révolution orange, ce n'est pas nouveau. Et l'idée, c'est de montrer véritablement que le mouvement, enfin, que les manifestants de Maïdan peuvent être russophones, ukrainophones, d'origine russe, d'origine tatare, etc. Et peuvent avoir des confessions différentes. C'est un mouvement multiconfessionnel. Alors la particularité de l'Ukraine, c'est notamment qu'on a plusieurs églises orthodoxes qui sont reliées, une au patriarcat de Moscou, une au patriarcat de Kiev et une autre église orthodoxe autocéphale. Qu'on a une église catholique présente, notamment, j'ai oublié de parler de la minorité polonaise, mais qui est importante notamment dans l'ouest de l'Ukraine.
On a aussi les uniates qui sont des personnes qui font partie de cette église gréco-catholique créée au XVIe siècle. Et puis on a aussi un représentant de la communauté juive, on a aussi le moufti de Kiev qui peut être présent sur la place Maïdan. Donc c'est vraiment un mouvement multiconfessionnel et c'est pour montrer que finalement, même si l'on est à Kiev, que dans ce cadre, que Kiev est représentatif quelque part de la population ukrainienne parce que les manifestants qui sont réunis sur cette place et dans cet espace public, dont je montrerai qu'il est très très vaste, eh bien, peuvent avoir des confessions différentes. Donc, vous venez un peu d'aborder les événements, mais vous avez aussi soulevé par exemple la révolution orange. Est-ce que vous pouvez revenir quelque peu et faire des précisions avant de continuer ? Oui, alors il y a des parallèles avec la révolution orange. Alors la révolution orange, des parallèles mais aussi des différences. La révolution orange, c'est au départ un mouvement qui s'inscrit dans ce qu'on a appelé en Europe de l'Est à ce moment-là, fin des années 90, début des années 2000, ce qu'on a appelé donc les révolutions de couleur. Ça a commencé en Serbie, puis il y a eu la Géorgie, puis l'Ukraine, puis le Kyrgyzstan. La particularité de ces révolutions de couleur, c'est un mouvement protestataire qui se développe à l'occasion d'une élection parlementaire ou présidentielle, c'est-à-dire un mouvement qui va dénoncer des fraudes électorales et provoquer un changement de pouvoir. C'est ce qui se passe à Kiev en fin novembre 2004, au moment où on a le second tour de l'élection présidentielle. Et là, c'est important à souligner. À l'époque, on a donc deux candidats, Viktor Yushchenko et Viktor Yanukovych. Ce président que je présentais, qui a été président de 2010 à 2014. Alors, Viktor Yanukovych est candidat au second tour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, avant que les résultats officiels ne soient proclamés par la Commission électorale centrale, Viktor Yanukovych annonce sa victoire. Ou sa victoire, c'est pas lui qui le fait directement, mais elle est annoncée dans les médias officiels. Et là, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de cette élection, c'est qu'il y avait une forte mobilisation de la population, des citoyens ukrainiens. Beaucoup s'étaient mobilisés dans les bureaux de vote pour faire les dépouillements, pour observer. Donc il y avait la communauté internationale, mais aussi beaucoup d'Ukraine. Et ils ne comprenaient pas, compte tenu des résultats qu'il y avait eu ici ou là dans les bureaux de vote, comment Yanukovych pouvait être élu. Et c'est là où le mouvement de protestation est né, assez rapidement. Et puis après, on a eu confirmation des fraudes électorales. On avait des témoignages, des conversations téléphoniques de gens dans les régions qui étaient appelés par le centre en disant bah non, là, ce qui serait bien, c'est d'augmenter de 5% dans votre région, etc. Donc, ceux qui avaient voté, on a des gens qui étaient dans des bus, qui avaient voté 5 ou 6 fois dans la journée. Assez rapidement, on a eu des témoignages de fraude électorale qui sont venus conforter le mouvement de protestation à Kiev. Et c'est un mouvement qui a été assez court comparé à celui-là, puisque, si mes souvenirs sont bons, le 22 novembre, on a le début de la protestation, et le 3 décembre, la Cour suprême invalide le second tour. D'ailleurs, Vladimir Poutine en a parlé dans sa conférence de presse du 18 mars. Il est revenu sur cet événement. Et la Cour suprême invalide le second tour en raison des fraudes électorales et programme ce qu'on a appelé, techniquement c'est cela, un second tour. Certains ont dit le troisième tour, mais en fait c'est un second tour, c'est-à-dire on refait le second tour qui n'a pas qui ne s'est pas déroulé selon des principes démocratiques. Et c'est là où on a la victoire de Viktor Yushchenko, et donc
la défaite de Viktor Yanukovych. Donc Viktor Yanukovych est un président qui, lorsqu'il est élu en 2010, se souvient de cette défaite de 2004, se souvient de ce mouvement de protestation qui a été, je crois que c'est très important, je ne sais pas si ça a été un traumatisme pour les Ukrainiens, qui a été un moment important, mais un traumatisme pour les dirigeants russes. Ce n'est pas tant moi qui le dis qu'un certain nombre de mes collègues, qui ont d'ailleurs des positions assez différentes sur ce qui se passe en ce moment, mais qui disent très clairement que la révolution orange est un choc pour les dirigeants russes. Un choc par rapport à deux choses. Premièrement, ils ont soutenu Viktor Yanukovych et de manière officielle. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait en 2010. Beaucoup moins, ils ont été beaucoup plus discrets, les dirigeants russes. Et deuxièmement, parce que les dirigeants russes et Vladimir Poutine veulent absolument éviter ce type de scénario en Russie. Et donc ils ont pris d'ailleurs des mesures suite à la révolution orange pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de protestation, le moins de protestation possible. Et donc, vous pensez que ça aurait pu être, entre guillemets, les prémices de la crise qu'on peut observer maintenant? Est-ce qu'il y a une corrélation possible? La corrélation, elle est peut-être un peu plus ancienne. En fait, la corrélation, elle existe parce qu'il y a des acteurs politiques qui sont présents dans les deux révolutions. Qui n'ont pas d'ailleurs tout à fait forcément le même rôle. Des acteurs politiques, mais aussi des acteurs civiques. C'est-à-dire des gens qui, en 2004, se sont mobilisés pour la révolution orange, ont participé au changement de pouvoir, qui après sont retournés à leurs affaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément dans la sphère politique, ils ont soutenu un changement de pouvoir, puis après, ils se sont occupés de leurs entreprises, en tous les cas, de leur travail, dans telle ou telle administration, ils sont revenus à une activité dans la sphère privée. On les retrouve, pour une large part, mobilisés là en 2010, même si la mobilisation, elle est très différente, et elle me paraît, elle est beaucoup plus large. Je pense qu'en 2004, c'est lié aussi au fait qu'elle est beaucoup plus longue, cette mobilisation. Il ne faut pas l'oublier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 22 novembre, 3 décembre. Le 3 décembre, on sait qu'il va y avoir un troisième tour. Les gens restent sur Maïdan au moment du second tour, et ils restent de toute façon, pour une part, sur Maïdan jusqu'à l'investiture du président à la mi-janvier. Donc il y a une présence dans l'espace public qui est aussi importante, mais qui ne se fait pas du tout de la même manière, et notamment qui ne se fait pas avec la présence d'une violence d'État comme on l'a eu là. C'est-à-dire que la grande différence, c'est que la révolution orange se fait sans intervention des forces de l'ordre, sans intervention aussi des civils qui ont pu être recrutés par le pouvoir pour soit tabasser des manifestants, voire des personnalités, soit même, pour une part, pour les tuer. Donc, ce climat de terreur, je reviendrai peut-être là-dessus, qui a pu régner à Maïdan depuis la mi-janvier notamment, ce n'était absolument pas présent au moment de la révolution. Donc, oui, parce qu'on parle beaucoup de la Crimée actuellement dans les médias, mais la place Maïdan est encore occupée, il me semble. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une sorte de récupération des groupes ou des groupuscules extrémistes, ou est-ce que ça reste vraiment une mobilisation citoyenne? Puisque dans les médias, on peut avoir différents points de vue exposés. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation, s'il vous plaît? Je ne sais pas s'il va nous lâcher. C'est vrai, depuis des années. Vous savez, avec Maïdan, tout peut arriver. Alors, je vais revenir peut-être sur un des éléments importants. Voilà. Alors,
ce qu'on appelle Maïdan, c'est ce lieu-là, cette place, ça veut dire place, Maïdan, c'est pas d'origine ukrainienne, c'est pas d'origine russe, c'est un mot d'origine turque, ce qui nous montre l'influence de l'Empire ottoman en Ukraine, puisqu'il y a une influence. Elle s'appelle, cette place, depuis l'indépendance de l'Ukraine, Maïdan Niezalezhnosti, c'est-à-dire place de l'indépendance. Avant, c'était la place d'Octobre. Cette place, vous l'avez vue, je montrerai des photos tout à l'heure, vous l'avez vue notamment puisque vous avez vu le podium qui est là, une stèle qui est là, et puis ce grand hôtel Ukraine qui domine la place, qui est un peu en hauteur, où sont la plupart des journalistes français et étrangers d'ailleurs. Ils sont logés là. Maïdan, ça commence au départ ici, sur cette place, avec quelques centaines de personnes qui viennent parce qu'un journaliste a posté, donc le jour où Yanukovych demande au Premier ministre de suspendre la préparation à la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, 21 novembre, signature qui doit avoir lieu à Vilnius 7 jours plus tard. Le président Yanukovych donc demande à son Premier ministre de suspendre la préparation de la signature de cet accord. Et là, il y a un journaliste, célèbre maintenant, qui poste sur Facebook une information en disant « Eh bien, ceux qui sont contre, ceux qui condamnent cet acte-là, on se retrouve sur la place Maïdan, je ne sais plus à quelle heure c'était. » Et là, il se retrouve un certain nombre de personnes, quelques centaines, on discute, qu'est-ce qu'on pourrait faire, il y a un certain nombre de slogans, mais la mobilisation est extrêmement faible. Et puis, les gens ne partent pas, ils restent. J'ai rencontré un certain nombre d'acteurs présents dès le départ qui me disent, du coup, il y avait de plus en plus de monde tous les jours, donc on s'est dit, on va continuer à rester, visiblement ça intéresse les gens, donc bon, voilà. Les partis politiques commencent à s'en mêler aussi, ils se disent, oulala, il y a une mobilisation citoyenne, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose nous aussi. Et les partis d'opposition, eux, ils se réunissent ici, place de l'Europe. Bon. Ils font leur propre meeting, et puis les citoyens qui sont soit des journalistes, soit des étudiants, soit des jeunes qui sont dans la vie active, décident donc de poursuivre cette mobilisation. Et puis, le 30 novembre, on a intervention des forces de l'ordre. Une intervention qui se fait de manière disproportionnée, elle se fait la nuit, donc il y a moins de monde que la journée, on peut s'en douter. À ce moment-là, il n'y a personne qui occupe la voie publique. Maïdan, il y a un lieu où on peut stationner sans gêner la circulation. Et là, il y a usage de la violence policière sans véritable raison. C'est-à-dire qu'ils veulent juste faire partir ces gens qui ne veulent pas partir. Et plutôt, alors c'est toujours compliqué dans ces cas-là, parce que déloger des gens sans utiliser la violence, des manifestants, c'est un peu complexe. Mais en gros, on considère qu'il y a un usage de la violence qui est disproportionné, alors que les forces de l'ordre sont numériquement beaucoup plus importantes, qu'il suffisait en gros de les mettre dans des fourgons, de les mettre en garde à vue et de les déloger de la place. Or là, on a des photos d'usage de la violence policière. Et à partir de ce moment-là, le mouvement prend véritablement une très grande ampleur. C'est-à-dire que les citoyens ukrainiens, qui jusqu'à présent s'étaient accommodés du pouvoir en place, c'est-à-dire d'un Viktor Yanukovych qui est élu, relativement démocratiquement, pas de grand fraude électorale. J'étais observateur à ce moment-là à Kiev en 2010. Tymoshenko qui accepte la défaite très difficilement parce qu'elle sait qu'il va lui arriver des ennuis et de fait elle est incarcérée. Donc l'usage d'une justice sélective, Yanukovych qui quelques mois après l'arrivée au pouvoir modifie la Constitution via une décision de la Cour constitutionnelle et donc qui s'arroge des pouvoirs plus
plus important qu'au moment où il a été élu. Bon. L'accord d'association qui n'est pas signé. Alors, je pourrais revenir sur ce que ça représente, l'accord d'association pour les Ukrainiens, si ça vous intéresse, ce que ça veut dire être pro-européen et les significations que ça peut avoir. Et là, en plus, l'usage de la violence policière. C'est-à-dire que non seulement on a un régime où il y a un enrichissement de la famille de Yanukovych, où il y a de l'autoritarisme, il y a une justice sélective, la corruption qui continue d'exister, et dans le secteur de la santé, et dans le secteur de l'éducation, et dans la justice. Pour n'importe quel papier administratif, il faut que vous donniez de l'argent, etc. Et en plus, lorsqu'on n'est pas d'accord, on se fait tabasser. Et bien cela, ça provoque la colère des citoyens, enfin, la colère qui pouvait déjà exister avant. On n'a pas besoin, parfois la colère ne nous conduit pas directement dans la rue. Et là, en l'occurrence, elle a conduit une partie de la population dans la rue. Violence policière 30 novembre, violence policière 10 décembre. Et quelque part, la stratégie du pouvoir. Ça, c'est intéressant parce que c'est une stratégie qui imite un peu la stratégie russe, c'est-à-dire faire peur pour démobiliser, n'a pas fonctionné en Ukraine. À chaque fois que le pouvoir a utilisé la violence, et de plus en plus importante, je pourrais donner des exemples, à chaque fois, il y a eu plus de monde dans la rue. Donc, la stratégie n'était pas la bonne. En tous les cas, si je me place du point de vue du dirigeant ukrainien et même d'un point de vue général, étant donné le nombre de morts qu'il y a maintenant suite à cette mobilisation. Ce que je voulais vous montrer à travers cette carte, c'est ce que représentait Maïdan, c'est-à-dire, là vous avez la carte, c'est plus la carte actuelle, mais au moment, même pas au moment où Yanukovych a fui, mais on va dire à la mi-février en gros. En rose, vous avez Maïdan, c'est-à-dire la place ici, et tout cet espace-là qui est un véritable espace public, où vous avez ici, par exemple, la mairie de Kiev, d'accord? Donc là, vous avez Maïdan, là, vous avez des tentes, toutes les tentes que vous voyez peuvent être là, là, là. Là, vous avez la fameuse, je vais y arriver, la fameuse maison des syndicats qui hébergeait notamment toutes les structures politiques représentatives de Maïdan. Différents bâtiments comme celui-là qu'on a appelé le Palais Jaune. Le Palais Jaune ici qui servait d'hébergement aux manifestants qui venaient ici pour dormir, par exemple. Ici, la maison de l'Ukraine, etc. Et puis là, vous avez en bleu tout ce qu'on a appelé le quartier gouvernemental, avec ici, bon, ça commence mal, j'avais commencé par le stade, je ne sais pas pourquoi, qui ne correspond pas à une institution politique. Ici, vous avez le cabinet des ministres, le gouvernement, ici le Parlement, et ici l'administration présidentielle. D'accord? Et là, il y avait principalement donc, des forces de police. Et ici, donc, vous voyez qu'il y a un point de friction, je vais le dire comme ça, que l'on appelle, je reviendrai peut-être là-dessus, je ne vais pas utiliser beaucoup de mots complexes, mais celui-là, je vais l'utiliser, qui s'appelle Gruszewski. Pourquoi? Du nom de la rue Gruszewski ici, qui, comme vous le voyez, est une rue qui conduit au Parlement et au cabinet des ministres. Donc qui est une rue stratégiquement extrêmement importante, puisque les manifestants n'obtenant pas gain de cause, c'est-à-dire que le dialogue politique ne fonctionnant pas, certains d'entre eux ont décidé à un moment donné de se rendre dans les institutions politiques pour prendre le pouvoir. Et ici, il y a quelques dates qui m'échappent, mais en gros autour du 20-21 janvier, là on a un certain nombre de manifestants qui le dimanche, après les grands meetings, il y a toujours des grands rassemblements à Kiev le dimanche midi. Je vous invite à regarder les streamings, c'est dommage qu'ils ne puissent pas être traduits en français, parce que par exemple là, la réunion qui a eu lieu dimanche dernier pendant 2 heures est une leçon de démocratie absolument incroyable. J'en parlerai peut-être. Et certains manifestants se sont rendus là, et c'est là qu'il y a eu les premières heures avec les forces de l'ordre qui protégeaient la rue Gruszewski. Gruszewski est devenu un lieu où
où a pu commencer quelque part, comment dire, où le mouvement en fait a changé. À partir de la mi-janvier, le mouvement change. Pourquoi ? Parce qu'il y a non seulement l'usage de la violence policière par les forces de l'ordre en uniforme, que ce soit les forces spéciales du type CRS, que ce soit les forces de police tout simplement, mais surtout, le pouvoir va commencer à utiliser des personnes en civil, parfois armées de battes de baseball, qui vont notamment être extrêmement virulents autour de Maïdan, qui vont de manière arbitraire utiliser la violence contre des manifestants. Plus des actions très ciblées contre des journalistes qui sont kidnappés, qu'on retrouve 2-3 jours après, qui racontent qu'ils ont été torturés, notamment un cosaque où on voit la vidéo avec des forces de l'ordre, donc un cosaque dénudé qui se fait torturer pendant quelques heures et qui ensuite a pu, on a relâché. Tous ces éléments font naître un climat de terreur sur Maïdan, pas tellement là où je vous expliquerai pourquoi, pas tellement là où c'est rouge justement, mais aux alentours. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention quand on part de Maïdan et quand on y arrive, surtout quand on part. À partir de ce moment-là, on a la force d'autodéfense de Maïdan, qui n'est pas une organisation politique, qui est une organisation créée pour Maïdan et qui vise à protéger le site de Maïdan, va commencer, là il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'inscrire, des volontaires qui viennent de toute l'Ukraine et qui viennent s'inscrire pour participer à la défense de Maïdan. La défense de Maïdan, c'est ça. Ça, c'est l'entrée de Maïdan. Une des entrées, c'est cette entrée-là. Cette entrée-là. Celle-ci. Voilà, alors, bon, là, elle est relativement... là, le passage est assez large, parfois il est moins large. Vous voyez, il y a des barricades avec des pneus, des sacs de pierre, des sacs de pavés, etc. Là, vous voyez des gens, je ne pense pas que ce soit forcément ceux-là qui gardent, ils peuvent être un peu derrière, mais vous pouvez avoir ce genre de personne à l'entrée qui va vérifier qui rentre et qui sort. Il n'y a pas de contrôle, on ne montre pas ses papiers, il va faire attention aussi aux véhicules qui rentrent et qui sortent, et en fonction des moments, être plus ou moins sévère. Bien évidemment, s'il y a une violence extrêmement importante, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments extérieurs qui rentrent dans Maïdan, notamment ces fameuses personnes qu'on a appelées les titouchki, c'est-à-dire ceux qui sont recrutés par le pouvoir pour tabasser des manifestants. Ça, c'est Maïdan sur le long de l'avenue. Je vous avais dit qu'il y avait des tentes. Là, c'était au mois de janvier, donc il faisait à peu près moins 15 quand j'y étais en janvier. Et vous voyez des tentes qui montrent que on est là quand même pour un certain temps. C'est-à-dire, Maïdan, c'est une occupation de l'espace public, pas simplement pour une petite semaine. On coupe du bois, etc. Et plus ça va, plus Maïdan va devenir une institution. Et aujourd'hui, c'est quasiment, on l'a appelé la forteresse aussi. C'est en fait un lieu de vie, un véritable lieu de vie. Juste quelques mots. Ça, c'est le podium, donc là où il y a des... Alors, tous les jours, il y a... ça dépend, mais... Donc là, représentation religieuse, généralement, il y a une messe autour de 10h du matin. Vous avez un écran géant. Quand il n'y a personne sur le podium, parce que l'animation du podium non-stop 24/24, c'est un peu long, l'actuel ministre de la Culture, notamment celui qui a allumé Maïdan pendant plusieurs mois, qui est un ancien un acteur de profession, mais sinon vous avez ici sur cet écran des films qui sont diffusés pour occuper ce que j'appelle les permanents de Maïdan, c'est-à-dire aujourd'hui ceux qui vivent dans cet espace public. Ça c'est Maïdan quand j'y étais donc en janvier, et où là, la fumée, elle vient de ce lieu, Grouchevski, où il y a donc ces accrochages entre une partie des manifestants qui veulent en découdre avec le régime et qui sont prêts à l'usage de la violence, une partie minoritaire, et puis les forces de l'ordre. Alors là, la particularité, c'est cela, ce que j'ai observé, c'est-à-dire que une des techniques pour empêcher, parce que en février, la violence change de nature parce qu'il y a le
21 ou le 22 janvier, pardon, 4 morts sur Maïdan. Et là, on va rentrer véritablement dans une ambiance insurrectionnelle à Kiev. Quand je suis arrivée, c'était vraiment l'ambiance avec les casques, les cagoules, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Dans une ambiance insurrectionnelle parce qu'il va falloir défendre. Il va falloir se défendre. Et c'est dans cet état d'esprit que des gens, donc, qui étaient au départ pas du tout venus dans un objectif de se défendre, mais pour plutôt revendiquer des droits, eh bien, se retrouvent à devoir se protéger et protéger Maïdan. Et une des manières de protéger Maïdan, puisque Grouchevski va devenir le point d'entrée potentiel des forces de l'ordre sur Maïdan. Et les forces de l'ordre vont pouvoir l'envahir par là. Donc c'est devenu l'espèce de lieu où il va falloir empêcher le fait que les forces de l'ordre récupèrent la place Maïdan. Et donc du coup, on va utiliser notamment des pneus brûlés. Là, c'est ce que vous voyez. On fait pour brûler des pneus et à la faveur des manifestants, vous voyez que le vent est en direction des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont de l'autre côté, elles sont complètement enfumées et donc elles ne peuvent pas utiliser notamment les grenades assourdissantes ou à ce moment-là, se dit là, il y a déjà des armes à ce moment-là sur Grouchevski puisqu'on a eu 4 morts et utiliser par exemple tout ce qui est balles en caoutchouc. Mais balles en caoutchouc, ça peut paraître comme ça pas très dangereux, les balles en caoutchouc ont quand même fait perdre la vue à un certain nombre de manifestants. Enfin, ça peut être, c'est pas aussi fort qu'une balle réelle, mais tout de même. Ça, c'est Maïdan, vraiment, là, je reviens sur la place principale, après les événements de février. Donc après la tuerie qui fait plusieurs dizaines de morts, et aujourd'hui on est à 101 morts. Et donc là, vous voyez, vous avez vu les images, la place a brûlé. Et là, on est en train de nettoyer la place, parce que quand je dis que c'est un lieu de vie, eh bien, chacun s'en occupe. Donc notamment le samedi, il y a régulièrement appel aux sympathisants et manifestants pour venir nettoyer Maïdan. Donc vous avez des gens, quand j'y étais, le samedi 2 mars, qui viennent et qui prennent des sacs, des gens ordinaires, qui ont... Là, c'est samedi, ils ont plus de temps que la semaine, ils viennent et ils nettoient. Etc. Ça, c'est Maïdan, donc après, un peu au même moment, avec donc vraiment des fleurs qui sont déposées donc, en l'honneur de ce qu'on a appelé la centurie céleste, du nom des 100 morts donc, qui ont été tués par balle. Donc les 19 et 20 février, il y a vraiment, c'est très très impressionnant. Bon, là, il y a une espèce d'allée de fleurs, mais sinon, plein d'endroits sur Maïdan, il y a des fleurs. Et vous reconnaissez peut-être le bâtiment que je vous montrais tout à l'heure avec la fumée noire derrière. Là, vous voyez qu'il n'y a plus de fumée noire. Vous voyez, c'est des fleurs vraiment en masse sur Maïdan, qui est devenu du coup, à partir du 22 février, un peu un lieu de deuil. Un lieu de deuil, mais toujours un lieu de démocratie. Alors, j'ai fait un long détour, mais ça me paraissait important, la place de l'extrême droite. Puis après, je pourrais éventuellement parler de la démocratie. La place de l'extrême droite. Alors, en Ukraine, l'extrême droite existe depuis, je ne sais même pas depuis combien de temps, au moins un siècle. Si on prend depuis l'indépendance, les groupes d'extrême droite sont présents en Ukraine. La particularité de la présence de l'extrême droite aujourd'hui, elle est liée à plusieurs choses. Premièrement, à l'existence d'un parti politique, la Liberté, qui n'existait pas en tant que tel précédemment, n'avait pas cette visibilité politique, et surtout, les éléments les plus nationalistes qui pouvaient exister avant, par exemple au Parlement ukrainien, appartenaient à un groupe parlementaire tellement vaste qu'il n'était pas identifié. Parce qu'au moment de la Révolution orange, quand j'y étais, l'extrême droite était présente aussi. Sauf que le mouvement de soutien à Yushchenko, au moment de la Révolution ukrainienne, orange, s'appelait Notre Ukraine. Il était composé de nationalistes radicaux, de sociodémocrates, enfin, c'était un vaste parapluie d'une centaine d'organisations, à la fois d'associations et de partis politiques. Donc tout ça était fondu. Le parti La Liberté a obtenu, lors des élections de 2012, une trentaine de sièges sur 450.
Ça vous donne à peu près la présence de ces députés qu'on peut qualifier d'extrême droite dans le Parlement ukrainien. Et ils ont obtenu, alors là, comme il y a une démission du ministre de la Défense hier ou avant-hier, ils ont obtenu 1 ou 2 ministères dans le gouvernement transitoire, j'insiste là-dessus, un gouvernement transitoire jusqu'aux élections présidentielles du 25 mai prochain. Ensuite, on parle beaucoup, ça c'est l'extrême droite et sa présence au Parlement, dans les institutions politiques ukrainiennes. Le Parti La Liberté a noté quand même qu'il est présent, notamment dans les conseils régionaux, notamment de l'ouest de l'Ukraine. Ça c'est sûr, il a une présence réelle dans ces conseils régionaux. Si on parle maintenant d'une autre organisation dont on parle beaucoup, qu'on appelle en ukrainien qui s'appelle Pravi Sektor, qui est donc le secteur droitier, que l'on qualifie parfois de néo-nazi. C'est un groupe qui a toujours été minoritaire sur Maïdan, en termes numéraires, mais dont la visibilité et la popularité ont augmenté à la faveur de l'usage de la violence d'État. C'est ceux qui, du coup, sont apparus comme les plus radicaux vis-à-vis du régime qui utilisait la violence, et du coup qui sont apparus, si vous voulez, par une partie simplement des manifestants, comme les plus courageux, comme ceux qui, enfin, allaient pouvoir défendre Maïdan. Ce groupe, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours très difficile d'évaluer, mais doit composer quelques centaines de personnes, 300-400 personnes maximum. Je vous parlais de la fameuse organisation autodéfense de Maïdan. L'autodéfense de Maïdan, ce n'est pas le secteur droitier. C'est une organisation qui était dirigée jusqu'à présent et qui est devenue donc, le responsable du Conseil de sécurité d'Ukraine, d'Andrei Parubili, qui est député, et qui a créé cette structure sur la base du volontariat et qui n'a pas où les gens n'ont pas d'affiliation politique particulière. Et là, on compte les membres de l'autodéfense à plusieurs milliers. Entre 5 et 10 000 en fonction des moments où Maïdan était vraiment avec plus ou moins besoin de force pour comment dire, défendre cette place. Le secteur droitier dont je parle, qui s'est transformé en parti politique la semaine dernière, secteur droitier n'a aucun représentant dans les structures politiques du pouvoir. Son leader, Yarosh, s'est porté candidat à l'élection présidentielle. Pour l'instant, et même s'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence, pour l'instant, que ce soit le Parti La Liberté ou le secteur droitier, les sondages les créditent de très peu de pourcentage dans la population. Et le Parti La Liberté a même diminué en termes de popularité. Pourquoi ? Parce qu'il a négocié avec Yanukovych et il est représenté au Parlement. Et quant au secteur droitier, Yarosh, pour l'instant, il est à 2-3% d'intention de vote. Il faut voir comment ça va évoluer. Mais l'extrême droite est extrêmement d'ailleurs minoritaire. Et surtout, le parti qui domine aujourd'hui dans les institutions politiques, Parlement et gouvernement, c'est le parti La Patrie, Batskivshina, c'est-à-dire le parti de Yulia Tymoshenko, qui a donc la présidence par intérim, qui est le président du Parlement, président par intérim, jusqu'aux élections présidentielles, et puis, par exemple, le Premier ministre, Yatsenyuk, qui est lui aussi membre de ce parti. Ce parti, La Patrie, a été aux affaires, notamment quand Tymoshenko était Premier ministre, et c'est lui qui a le groupe parlementaire d'opposition le plus nombreux, avec à peu près 110-120 députés sur 450. Donc, vous venez d'aborder les prochaines élections en Ukraine. Donc, déjà, pour terminer et conclure cette conférence, on va s'interroger bien sur les perspectives de l'Ukraine. Comment peut évoluer la situation et peut-on en sortir? Est-ce qu'une guerre se profile comme des fois on peut l'entendre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les perspectives, la guerre...
effectivement, la complexité de la situation, c'est que pendant plusieurs semaines, on a essayé de suivre la politique intérieure ukrainienne. C'était ça l'enjeu. Et je dois vous avouer qu'à partir de fin février, c'est vrai que c'était compliqué de savoir là où il fallait regarder. Maïdan, la Russie, la Crimée, l'Union européenne, les États-Unis, etc. C'est-à-dire que bien évidemment, cette crise ukrainienne est devenue une crise internationale. Peut-être même, et pourtant j'essaye d'être mesurée et j'aime pas trop avoir des propos alarmistes, mais c'est peut-être même la crise internationale, une des crises internationales les plus importantes depuis la fin de la guerre froide. Bien sûr, je ne voudrais pas, et notamment ce jour du 26 mars, oublier ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, qui reste quand même à la fois l'intervention de l'OTAN, mais surtout des guerres en ex-Yougoslavie, qui restent avec leurs milliers de morts, bien évidemment, un des événements aussi les plus traumatiques après la fin de la guerre froide. Mais là, on voit clairement que se pose la question, je ne sais pas par quel biais l'aborder, je tente un angle d'attaque, on verra bien, se pose la question, si on le voit d'un point de vue géopolitique, des frontières de l'Union européenne. Quelque part, l'Union européenne avait décidé, à la fin des années 2000, que l'élargissement s'arrêterait aux Balkans et éventuellement à la Turquie. Et que pour les autres pays, on allait avoir une politique de voisinage. C'est-à-dire un rapprochement avec l'UE, mais pas d'adhésion, pas d'élargissement en vue, en tous les cas pas de promesse d'élargissement. Là, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, qui donc remet en cause qui remet en cause les frontières européennes sur lesquelles s'était mis d'accord l'ensemble des dirigeants politiques à la fin de l'Union soviétique, en quelque sorte, ça force les Européens à peut-être revoir leur manière d'aborder cette frontière orientale de l'Union européenne. On le voit là, la Russie est engagée dans un processus de déstabilisation de l'Ukraine pour pouvoir ensuite montrer qu'elle est garante de la stabilité en Ukraine. Que l'Ukraine est profondément instable, révolution orange, Euromaïdan, c'est ce que dit Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse du 18 mars, et que ça suffit, quoi. Ce serait bien qu'il y ait un pouvoir stable en Ukraine. Et donc la Russie se présente, c'est assez malin, comme étant celle qui peut assurer la stabilité, ce qui peut aussi arranger, bien évidemment, les chancelleries occidentales, qui se plaignent beaucoup du pouvoir autoritaire dans l'espace post-soviétique, mais qui sont parfois aussi satisfaites de pouvoir avoir un interlocuteur qui contrôle son État, qui contrôle ses manifestants, et donc se pose véritablement dans cette zone la relation entre stabilité et démocratie. L'objectif de la Russie aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les dirigeants politiques ukrainiens ne soient pas libres de leurs choix politiques, et notamment de leur choix de politique étrangère. Que l'Ukraine ne puisse pas décider de son rattachement ou de son envie d'adhérer à l'Union européenne, et surtout bien évidemment, de la question d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. Qui aujourd'hui n'est pas, enfin qui aujourd'hui, c'est compliqué de dire aujourd'hui, qui en tous les cas, en décembre 2013, janvier 2014, n'était même pas envisagé. On parlait de rapprochement avec l'UE, on savait que l'adhésion n'était pas promise, mais qui, aujourd'hui, bien évidemment, le Premier ministre l'a dit, il n'est pas question d'adhésion à l'OTAN, et là on sait qu'il n'y a pas de consensus dans la société ukrainienne à cet égard. La question, par contre, qui se pose, et que les Européens, les Occidentaux
vont être obligés de se poser, c'est comment un État aujourd'hui aux frontières de l'Union européenne peut être protégé militairement. S'il ne peut pas l'être par lui-même, l'Ukraine ne s'était pas lancée dans la constitution d'une armée devant faire face à l'armée russe. Elle s'est engagée à rendre son arme nucléaire dans les années 90 et elle a demandé la protection de la communauté internationale par rapport à son intégrité territoriale. Voilà. Cet accord-là est aujourd'hui remis en cause. Jusqu'où va aller le changement de frontières? Alors qu'on sait... Ah oui, je sais, j'ai une carte. Je me souviens. Alors qu'on sait que la Russie soutient des États séparatistes en Moldavie, avec la Transnistrie, dont on entend parler actuellement, vous savez, on a entendu parler de ça, ici. La Transnistrie, qui se situe donc, qui est frontalière à l'Ukraine, mais aussi, on en a entendu parler dans les années 2008, en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. La différence avec la Crimée, c'est que ces trois États séparatistes, qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale, ne sont pas membres de la Fédération de Russie. Ce ne sont pas des sujets de la Fédération de Russie. Là, Poutine est allé beaucoup plus loin, puisque l'annexion, et c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'annexion, l'annexion de la Crimée fait que la Crimée et Sébastopol, les deux, la ville de Sébastopol et la Crimée en tant que république autonome, vont devenir des sujets de la Fédération de Russie, qui, comme vous savez, ne seront pas reconnus par la communauté internationale. Donc la question, c'est bien évidemment jusqu'où est capable d'aller Vladimir Poutine dans cette idée de restaurer une puissance régionale qui ne soit pas une puissance régionale d'un seul pays, c'est-à-dire de la Russie, mais une puissance régionale dans laquelle se trouvent la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan, si possible aussi quelques pays du Caucase comme la Géorgie, avec l'Union eurasiatique qu'a créé Poutine et qui ressemble, bien évidemment, en tous les cas, dans ses mécanismes de construction, à la construction européenne, c'est-à-dire commencer par une union qui soit plutôt économique, pour ensuite reconstituer un espace politique et géopolitique qui puisse peser dans les affaires internationales. Et là, bien évidemment, la question qui se pose, c'est quels sont les moyens qui vont être utilisés. Pour terminer, si la solution militaire qui n'avait jamais été utilisée vis-à-vis de l'Ukraine par Poutine et qui a été utilisée récemment et de manière très rapide, je pourrais éventuellement expliquer comment ça s'est passé en Crimée, on n'en parle pas beaucoup, mais voir comment les groupes armés ont pris le contrôle des institutions politiques, et puis après on dit qu'il y a 90% de la population qui a voté favorablement au rattachement à la Russie. Donc, que la question qui se pose aussi pour la Russie, c'est que va devenir l'Ukraine, et que parallèlement à ce qui se passe en Crimée, vraisemblablement, la Russie n'a pas abandonné tous les projets en termes de pression économique et de pression politique, et il va falloir être très attentif à la manière dont la Russie va opérer dans le cadre de l'élection présidentielle. Parce qu'elle va continuer à dire que Yanukovych est un président légitime, ce qui est de plus en plus complexe, et puis la dernière conférence de presse. Autant la conférence de presse de début mars, je ne sais plus quelle date exactement, 6 mars, je corrigerai, Poutine parlait de Yanukovych, maintenant il n'en parle plus, de moins en moins en tous les cas. Mais comment la Russie va essayer de maintenir un contrôle sur l'Ukraine sans passer nécessairement par une occupation militaire de l'ensemble du territoire. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'il va peut-être être temps de passer aux questions donc, du public. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser une question ? Merci d'avoir parlé de tout ça. J'aurais voulu poser une question sur la Crimée, et
notamment sur la vision pendant les Ukrainiens. On connaît la ligne politique russe, enfin la ligne russe qui est donc de dire que la Crimée a toujours historiquement été russe et qu'au final c'est plutôt un retour à la normale qu'une annexion. Est-ce que comment les Ukrainiens voient les choses? Est-ce qu'ils considèrent la Crimée comme n'importe quelle autre région d'Ukraine? Ou est-ce que, au-delà un peu de la colère d'avoir perdu une partie de leur territoire, est-ce qu'on peut imaginer que dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, ils auront un petit peu accepté cette annexion? Je crois qu'il y a un élément à prendre en compte et qui est complexe, mais je réfléchis pas où je commence, mais oui, un élément à prendre en ligne de compte, et puis après je ferai peut-être des parallèles qui vont vous paraître totalement farfelus, mais qui me paraissent importants. L'État moderne ukrainien existe depuis 1991 en tant qu'État indépendant. C'est une existence extrêmement courte. Et c'est pour cette raison, je pense, notamment en France, dans d'autres pays occidentaux, on prend tout cela un peu à la légère, comme si le territoire français avait existé en tant que territoire tel qu'il existe aujourd'hui depuis toujours. Et dans ce cadre-là, je prendrai l'exemple, ça peut vous paraître farfelu, mais de l'Alsace-Lorraine, de la Corse, pour montrer deux choses. La première chose, c'est quand est-ce qu'on décide de modifier des frontières et jusqu'à quelle époque on remonte à certains moments de l'histoire pour pouvoir modifier une frontière et récupérer un territoire. La deuxième chose, c'est sur quel argument on s'appuie. Est-ce qu'on s'appuie sur une différence régionale, une différence identitaire qui fera en sorte que finalement ce territoire peut se scinder? Pourquoi les Français sont si attachés à la Corse et pourquoi ils n'accepteraient pas une autonomie ou une indépendance de la Corse? Et là est la question. Ce que je veux dire par là, pourquoi je fais ces parallèles, c'est que la question qui se pose pour les Ukrainiens et la Crimée, parfois je pense que pour y répondre, il faudrait aussi se poser, par exemple en France, comment on considère la France. Si vous pourrez vous poser la question, comment les Français considèrent la Corse et les Corses. Voilà, je pense que les questions seraient très très variées. Vous imaginez, ça dépend où on est, ça dépend ce qu'on fait dans la vie, ça dépend de plein de choses. Eh bien c'est un peu la même chose pour l'Ukraine. Sauf que la Crimée et les Tatars de Crimée, c'est pas les Corses. C'est pas la même histoire. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences régionales qui existent dans tous les États du monde et qu'elles ne se soldent pas généralement ou automatiquement par des indépendances, des autonomies ou des annexions. Si on prend le parallèle avec le Kosovo, qui a été fait par Vladimir Poutine, il y a un aspect qui peut rendre légitime une indépendance, une autonomie, la volonté de se scinder, c'est le danger de l'existence d'un peuple. Et là, il y a une grande différence entre le Kosovo et la Crimée. N'oublions pas que le Kosovo, d'abord, ne s'est pas rattaché à l'Albanie, mais qu'en plus, le Kosovo est devenu indépendant après une épuration ethnique. À peine le changement de pouvoir existant à Kiev, la Russie a commencé à parler de menaces sur la Crimée. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune preuve d'une quelconque menace sur les russophones de Crimée, puisque la population de Crimée est russophone, c'est sûr, contre les Ukrainiens de Crimée et contre la communauté tatare de Crimée, qui est cette communauté tatare plutôt pro-ukrainienne, puisqu'elle a été déportée dans son ensemble parce que des éléments de la communauté tatare ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une punition collective par le pouvoir soviétique après la guerre,
à la fin de la guerre, et que les Tatars n'ont pu revenir. Donc ils ont été déportés en Asie centrale, et ils ont pu revenir uniquement au début des années 70. Alors je pense que la réponse à la question est complexe, parce que je pense que les Ukrainiens de Kiev, d'Odessa, de Lviv, de Donetsk, et si je prends Donetsk, l'ouvrier de l'usine métallurgique n'aura pas la même opinion que le professeur d'histoire. Je pense qu'ils ont une vision de la Crimée différente. Ce que je crois par contre, c'est que ce qu'il y a d'important pour les Ukrainiens, c'est la question de l'intégrité territoriale et la question de l'indépendance ukrainienne. Et là, je reviendrai au début du mouvement, parce qu'on l'a un peu oublié, mais lorsque j'étais à Maïdan, j'ai discuté avec un certain nombre de gens, et pour essayer de comprendre qu'est-ce que représentait pour eux l'accord d'association et l'Union européenne. Les Ukrainiens ne pensent pas du tout que l'Union européenne c'est le paradis, je vous rassure. Ils sont aussi sceptiques que les Français. Et ils ne pensent pas du tout que l'avenir sera radieux tout de suite. Les Ukrainiens, ils sont indépendants, ils ont un État, et ils ont la citoyenneté ukrainienne depuis plus de 20 ans. Donc dans cet espace politique, la plupart d'entre vous ont peut-être suivi des cours sur la construction nationale. J'aime beaucoup la métaphore de Benedict Anderson qui parle d'une communauté imaginée pour la nation et qui se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on était soviétique d'origine ukrainienne et puis on est devenu citoyen ukrainien. D'origine ukrainienne, d'origine russe, d'origine etc. L'Ukraine ayant adopté, j'insiste là-dessus, comme beaucoup d'autres pays post-soviétiques, ce qu'on a appelé l'option zéro, c'est-à-dire que tous les citoyens que vous voyez là, habitant sur ce territoire de l'Ukraine, ont eu la possibilité, tous les citoyens soviétiques ont eu la possibilité, à partir du moment où ils résidaient en Ukraine, d'avoir automatiquement la citoyenneté ukrainienne, s'ils le demandaient. Et la plupart des gens qui habitaient en Ukraine, notamment depuis longtemps, sont restés en Ukraine, d'origine russe, d'origine tatar, etc., et ont obtenu la citoyenneté ukrainienne, puis ils ont continué leur vie dans ce pays dans lequel ils avaient vécu, sauf qu'on n'était plus en Union soviétique, on était en Ukraine. Donc cette construction nationale qui se fait, bien évidemment, elle génère des modes d'identification qui font qu'il y a des gens qui se disent ukrainiens, mais vous imaginez que là, ils disent ukrainiens, mais pas forcément exclusivement ukrainiens. On peut être citoyen ukrainien d'origine russe, encore une fois. La question qui se pose, si je reviens à l'histoire de Maïdan, c'est que la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, notamment en janvier, m'ont dit « mais nous, nous sommes attachés à l'indépendance ukrainienne, à cet État dont nous disposons depuis 20 ans. » Le problème, c'est que cet État ukrainien, eh bien, on est au début du 21e siècle, et puis on n'est pas au 19e siècle. Et qu'aujourd'hui, on est dans un espace globalisé, qui fait que nous, Ukrainiens indépendants, on ne peut pas devenir grand-chose. On est obligé de trouver des partenaires. On est obligé de se mondialiser. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on choisisse. Et ceux qui sont sortis et qui sont aujourd'hui, continuent à manifester sur Maïdan, ce sont des gens qui vont vous dire « Eh bien moi, je préfère que l'Ukraine ressemble à la Pologne, ressemble à la République tchèque, à l'Allemagne ou à la France, plutôt qu'à la Russie. Non pas en termes culturels, mais en termes politiques, économiques, c'est-à-dire le fait, notamment, que je n'ai plus besoin de donner 20 € toutes les semaines à une professeure d'école ou un directeur d'école, parce que je veux que mon enfant soit bien traité à l'école. C'est-à-dire qu'il ait un enseignement correct et qu'il soit bien vu des profs et qu'éventuellement il ait des notes qui lui permettent de... Que je ne veux plus payer de l'argent pour avoir un bout de papier administratif. Et donc c'est cela pour eux, l'Europe. C'est pas l'Eldorado demain. Et ils savent, une partie notamment avec qui j'ai discuté, j'étais assez étonnée de voir, bien évidemment pour ceux qui se sont renseignés, le
niveau de connaissance qu'ils pouvaient avoir sur ce qui pouvait se passer en Ukraine dans le cadre du rapprochement avec l'Union européenne. Ils savent que ça va être douloureux, économiquement, qu'il va y avoir du chômage. Ils le savent, ils le disent. Mais encore une fois, l'idée c'est que l'Ukraine doit être réformée économiquement. Elle fonctionne encore sur des bases qui étaient construites pendant la période soviétique, sur des usines qui fonctionnent mal, certes. Les salaires sont payés, les salaires de misère, mais ils sont payés. Les gens vivent. Mais combien de temps ça va durer si on ne restructure pas? Et surtout cette question de l'état de droit. Et ils considèrent que, eh bien, effectivement, la Pologne est un État qui respecte davantage les libertés, les droits des citoyens que la Russie, le Kazakhstan ou d'autres pays de l'espace post-soviétique. Alors, il y a plusieurs choses. Généralement, la cession d'un territoire, le séparatisme, l'indépendance d'un territoire se fait en accord avec la métropole. Parce qu'on évoque beaucoup le cas d'Écosse, par exemple. Organiser un référendum sur l'indépendance. Bon, et bien ce référendum est organisé dans le cadre du Royaume-Uni. Et donc, il y a cette idée que là, il y a une négociation avec la métropole, qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas. Après, il y a des circonstances historiques. Je vais parler du Kosovo, par exemple, qui décide à un moment donné de se scinder de la Serbie. Mais si on prend le Monténégro, puisque la Serbie c'était la Serbie-Monténégro, le Monténégro a obtenu son indépendance en 2006, qui a été concédée par la Serbie. La Serbie n'accepte pas l'indépendance du Kosovo, mais elle a accepté l'indépendance du Monténégro. Et le Monténégro est devenu en 2006 un État membre des Nations Unies, reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Donc, voilà les conditions dans lesquelles ça peut se passer. La particularité de la Crimée, qui avait déjà organisé un référendum sur l'indépendance au début des années 90, et qui ensuite avait été convaincue par les élites politiques ukrainiennes qu'il valait mieux rester dans le cadre de l'État ukrainien. L'annexion à la Russie ne se posait pas à ce moment-là, on parlait d'indépendance. Et qui finalement a obtenu, dans le cadre de l'État ukrainien, le statut de république autonome, qui lui donne des compétences plus importantes et surtout le fait que la Crimée dispose d'institutions politiques qui lui sont spécifiques, comme le Parlement, le cabinet des ministres, etc. Ce dont ne dispose aucune autre région d'Ukraine. Là, la question qui se pose, c'est que si on voit la chronologie des événements, le jour où Kiev nomme un nouveau gouvernement à travers une majorité parlementaire obtenue par le fait qu'il y a des défections du parti de Yanukovych qui lui est en fuite à ce moment-là, on ne sait pas où il est. À ce moment-là, le même jour, vous avez une manifestation en Crimée devant le Parlement de Crimée avec des pro-russes et des pro-ukrainiens, on va dire ça comme ça. Et c'est tendu, mais finalement, il n'y a pas de heure particulier, chacun rentre chez soi le soir. Et au petit matin, beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette révolution autour de 4 et 7 heures du matin. C'est vrai, au moment où les gens, au bout d'un moment, ils vont dormir, donc c'est là où il y a moins de personnes. Et il y a le moins de journalistes, il y a le moins de personnes qui peuvent témoigner. Ce qui fait que d'ailleurs, Maïdan aurait pu être récupéré à plein de moments, où les forces de l'ordre auraient pu nettoyer la place. Ils ont essayé de le faire avec des bulldozers. On ne sait pas pourquoi ils ont reculé, parce que ça aurait sans doute fait quand même un peu trop de victimes. Au petit matin, un groupe armé prend le pouvoir, enfin,
un groupe arménien entre au sein du Parlement de Crimée. À partir de ce moment-là, pendant plusieurs jours, on ne sait pas ce qui se passe dans ce Parlement. Ce jour-là, le jour où le groupe armé rentre, entre 30 et 50 personnes, sans un signe, qui prennent le contrôle du Parlement de Crimée, au sein duquel on ne sait pas combien il y a de députés, et surtout, on n'a aucune information. Certains diront par la suite des députés qu'on leur a pris notamment leur téléphone portable, etc., pour pas qu'ils communiquent avec l'extérieur. Ce jour même, on a 2 décisions qui sont prises au Parlement de Crimée. Un changement de gouvernement, notamment de Premier ministre, et la décision d'organiser un référendum au moment de l'élection présidentielle du 25 mai 2014. Le Premier ministre ukrainien, le Premier ministre de Crimée qui est choisi, dont on dit qu'il est choisi à 64, par une majorité de 64 députés sur 100, mais bon, on n'a pas de rien pour le vérifier. Ce Premier ministre nouveau représente une force politique de 3 députés sur 100. Axiom. Du parti Unité Russie, qui est le parti pro-russe du Parlement de Crimée. On se doute qu'à ce moment-là, il y a un peu plus d'alliés que 3 personnes, c'est évident, mais quand même. Ce n'est pas quelqu'un de représentatif. Ensuite, plusieurs jours plus tard, finalement, non, le référendum, il faut qu'il se fasse le 30 mars. D'accord ? Référendum prévu pour le 30 mars, avec là, la question de l'annexion à la Russie. Tiens, nouvelle étape. Mais finalement, quelques jours plus tard, non, ça ne peut pas être le 30 mars. C'est-à-dire que là, on voit comment, vraiment la stratégie d'annexion. Finalement, non, le référendum, il va être le 16 mars, avec une question donc, sur l'annexion à la Russie. Puis quelques jours avant le référendum, c'est bizarre, mais la Crimée, pour être annexée, il faut peut-être qu'elle devienne indépendante entre-temps. Donc tout d'un coup, on a une proclamation d'indépendance. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est quand même étrange comme processus. Une proclamation d'indépendance qui arrive. On a une proclamation d'indépendance par un Parlement. Alors là, je vous invite, si vous pouvez, regarder, je ne sais plus quel jour c'était, il faudrait que je regarde dans mes tablettes. Je vais donner une date approximative. À mon avis, c'est autour du 8 mars. Si vous regardez juste les images de cette proclamation d'indépendance, parce que là, ça a été filmé par la télévision de Crimée, vous verrez l'ambiance. C'est assez intéressant. Ils sont contents, mais certains députés, quand même, ont du mal à se lever pour applaudir. On comprend que, bon, on ne sait pas trop à quoi ça va mener cette indépendance. Voilà, tout cela pour vous dire que cela se fait. Donc, avec une présence armée dans les institutions politiques, une présence armée sur l'ensemble du territoire de la Crimée, c'est-à-dire les bases militaires encerclées, etc. Cela se fait avec l'impossibilité pour les dirigeants de Kiev de se rendre sur le territoire de Crimée. Cela se fait alors qu'il y a une campagne d'information des télévisions russes et l'impossibilité, donc le référendum du 16 mars, l'impossibilité pour les télévisions ukrainiennes d'émettre sur le sol de Crimée. Et, je ne l'ai pas là, mais une affiche qui circule, visible dans l'ensemble du territoire de Crimée, où vous avez le choix entre une Ukraine avec le drapeau russe et une Ukraine avec le drapeau nazi. Voilà la propagande russe en Crimée. Dans ces circonstances, les chiffres de 90% ne peuvent pas être pris au sérieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un mouvement en Crimée, qu'il n'y a pas des gens qui souhaitent le rattachement de la Crimée à la Russie. Si on prend un sondage du mois de janvier sur toute l'Ukraine, en janvier, par rapport à un sondage, 40% de la population souhaitait un rattachement à la Russie. Il faut être aussi prudent sur les sondages, voilà quels sont les chiffres. Est-ce que si on organise un référendum dans des conditions d'information libre, est-ce que ce chiffre aurait été de 35, de 45, de 50, de 70? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce référendum ne s'est pas déroulé dans des conditions d'information libre. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui.
raison que je parle d'annexion. Voilà. On va prendre le monsieur qui est là, on va essayer de faire vite. Je vais essayer de faire plus vite. On va prendre le monsieur qui est là, ensuite Sacha, Thomas et le monsieur d'après. Justement, par rapport à l'annexion de la Crimée par Poutine, comment pouvez-vous expliquer par rapport donc, à l'annexion de la Crimée par Poutine, comment pouvez-vous expliquer qu'un personnage tel que Mikhail Gorbatchev, qui est le père de la perestroïka, qui jusqu'à maintenant, moi je pensais que c'était quelqu'un de pacifiste, puisse cautionner un acte aussi grave? Alors vous savez, la position de Gorbatchev qui a soutenu en gros l'action de Poutine en Crimée. Alors je dois vous dire que je n'ai pas regardé en détail la déclaration de Gorbatchev. J'ai beaucoup de mal à intervenir lorsque je ne connais pas le discours exact des personnalités politiques. C'est pour ça que par exemple la conférence de presse de Vladimir Poutine, je l'ai écoutée du début à la fin. Et c'est ce que je fais généralement pour pouvoir après en parler, parce que j'ai le texte en entier et je sais dans quel état d'esprit, sa construction, etc. Ça me paraît important. J'ai vu passer l'information que Gorbatchev avait soutenu cette action. J'ai pas lu le texte en entier, je suis toujours extrêmement méfiante. Si vous voulez, Gorbatchev, il a une position très complexe en Russie. Parce que Gorbatchev, c'est celui qui est considéré comme responsable de l'éclatement de l'URSS. Et c'est quelque chose, je pense, je ne connais pas personnellement, mais qui est difficile à porter. Il faut savoir que du jour au lendemain, Gorbatchev est parti avec une bonne intention de réformer l'URSS, sauf que réformer l'URSS, ce n'est pas possible, et ça a conduit à son éclatement. Et non seulement il a perdu toute carrière politique, mais en plus le pays dans lequel, je veux dire, il a grandi, s'est éteint avec sa carrière politique. Donc je crois que Gorbatchev n'est pas représentatif de ce point de vue-là. Il représente lui-même, et cette trajectoire-là, qui finalement ne m'étonne pas, il a toujours eu, si vous voulez, des positions politiques un peu contradictoires, qui sont liées aux mêmes positions qu'il avait sans doute dans les années 80, début des années 90, et qui fait que, voilà, Gorbatchev, c'est la fin de l'URSS, et que finalement, à certains moments, je me demande en quelle mesure Gorbatchev n'essaye pas de se racheter, hein, de montrer que finalement, l'URSS s'est éteinte malgré lui, que ce n'était pas son intention première, et finalement, ce qu'a dit Poutine le 18 mars, c'est cela, c'est-à-dire c'est la plus grande tragédie, et si Gorbatchev pouvait, si je puis dire, continuer à vivre avec cette idée qu'il n'est pas le seul responsable de tout cela, ça doit permettre aussi peut-être de soulager sa conscience. Je pense qu'il y a des motifs politiques, des motifs, personnels à cette prise de position. C'est à propos de la communauté internationale dont on a parlé tout à l'heure. En fait, il y avait un accord où la communauté internationale est censée protéger l'intégrité de l'Ukraine. Alors, deux questions. Déjà, vous en avez parlé. Est-ce que les pays occidentaux veulent vraiment protéger l'intégrité de l'Ukraine? Et si oui, quels moyens ont-ils face à Poutine et quels sont les rapports de force un peu entre eux et la Russie? Justement, je me souviens plus exactement de la formulation que j'ai utilisée. J'ai pas dit que la communauté internationale devait protéger l'Ukraine. J'ai dit que se posait la question de la protection de l'Ukraine. Et que cette question ne pouvait pas, et que cette question de la protection de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne pouvait pas uniquement concerner l'Ukraine aujourd'hui, et de fait, c'est ce qu'on observe. Non seul, alors, pour plusieurs choses, parce que l'Ukraine ne dispose pas d'une force militaire, etc., et qu'on est en plus en train de parler de sa neutralité, alors même qu'elle est en train d'être agressée, enfin, vous voyez un peu tous les scénarios qu'on envisage, mais aussi parce que l'Ukraine, qui disposait de l'arme nucléaire, a décidé de céder cette arme nucléaire en ayant la garantie de son intégrité territoriale, assurée par la communauté internationale, un certain nombre de pays, dont les États-Unis et la France.
Donc c'est le point de départ. En quoi la communauté internationale peut maintenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine? C'est une question extrêmement complexe. Vous voyez bien que là, on est dans un point de friction internationale où se joue le rapport entre deux grandes puissances et peut-être aussi, même s'il n'existe plus, en tout du moins d'un côté, mais entre deux blocs militaires, hein, c'est-à-dire d'un côté l'OTAN et de l'autre côté ce qui pourrait rester de la Russie et de ses alliés potentiels. C'est ce qui se joue. La communauté internationale, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est de faire pression sur la Russie pour que la Russie ne s'engage pas dans une politique impériale qui est fondée sur l'idée d'une menace occidentale. C'est quand même ça et aussi d'une restauration de puissance. La conférence de Poutine était extrêmement significative à cet égard, c'est-à-dire on nous a humiliés dans les années 90, là on va vous montrer qui on est, vous ne pouvez pas tout faire, et les changements de pouvoir là, dans les États post-soviétiques, nous, on vous montre qu'on peut les contrôler et qu'on ne va pas se laisser déstabiliser par des manifestants qui réclament plus de démocratie et un rattachement à l'Union européenne. Les moyens sont complexes parce qu'on le voit là, il y a des sanctions politiques, sont à l'étude de nouvelles sanctions économiques pour frapper, pour toucher la Russie là où elle obtient le plus de dividendes économiques, les ventes d'armes, l'énergie, notamment l'exportation du gaz. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et peut-être ce qu'il y a de plus attristant finalement, c'est que la Russie se présente aujourd'hui comme une telle menace que la Crimée paraît un moindre mal. Et qu'il y a une forme de résignation par rapport à la Crimée. C'est-à-dire, bon, mais s'il n'y a que la Crimée, on est tranquille, parce que là, la Russie, elle commence à se déployer tout au long de la frontière orientale, là, de l'Ukraine, et puis il y a la Transnistrie où elle a une base militaire qu'elle s'était engagée à quitter en 1999, selon un accord signé à Istanbul, et qu'elle n'a jamais quitté. Elle a diminué ses effectifs, mais elle est toujours en Transnistrie, et que là, si jamais l'Ukraine envahit la Russie, vous voyez, c'est des formations professionnelles, si jamais la Russie envahit l'Ukraine, alors là, ça devient grave. La Crimée, finalement. Donc, par contre, je pense, alors là, c'est peut-être une façon un peu cynique de présenter les choses, mais je crois, par contre, et que la communauté internationale a réagi de manière assez vive, que là, on comprend que les relations avec la Russie vont devenir extrêmement complexes, et on comprend aussi ce que peut être le comportement agressif de la Russie. Hein, ce qui avait été le cas quand même en 2008, avec ce conflit avec la Géorgie, qui se passait un peu moins loin, donc vous savez, quand c'est loin, finalement, ça nous concerne moins, mais qui était déjà une alerte, et qui là, bien évidemment, se déroule aux portes de l'Union européenne, et qui ne laisse pas indifférent. Mais là, c'est la question de la coordination. C'est la question de l'Union européenne qui est composée de 28 États. C'est la question des relations entre l'UE et les États-Unis. C'est la question du fait qu'on a affaire à un pouvoir, à un président démocrate aux États-Unis, qui n'est pas un président va-t-en-guerre, comme peut l'être le Parti républicain, si vous voyez les déclarations de John McCain et du Parti républicain, et notamment de leur rôle au Sénat il y a quelques jours, c'est très éclairant. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays composite, la France aussi, et que telle force politique va être plus virulente que l'autre par rapport à des enjeux de politique étrangère. Donc on a tout cela à gérer. La communauté internationale a tout cela à gérer, et ça fait beaucoup d'enjeux, beaucoup de facteurs, avant que ne puisse être éventuellement décidée une position commune.
le G7 est quand même l'annonce d'une concertation et la possibilité d'évoluer vers une position commune. Justement, vous avez abordé un peu le point de la question. On a vu comme en Ossétie, en Transnistrie et maintenant en Crimée, que Poutine rongeait petit à petit sous prétexte de défendre des populations d'origine russe, ses intérêts et essayer de rebâtir une puissance de plus en plus forte afin de montrer que la Russie n'était pas morte. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement un risque que Poutine annexe le sud-est de l'Ukraine et la région de Donetsk, mais aussi un autre pays qui lui fait partie de l'Union européenne, c'est l'Estonie, où les droits des populations d'origine russe ont toujours été niés par le gouvernement estonien et où les populations d'origine russe sont traitées comme des citoyens de seconde zone, sans citoyenneté, sans accès au vote et à tous les sens. Alors, d'abord, je pense que la Russie, qui se présente aujourd'hui comme le pays protecteur de temps en temps des Russes, de temps en temps des russophones, ce n'est pas la même chose. Finalement, si c'est cela, la légitimation, il y en a plusieurs, mais je vais prendre celle-là. Si la légitimation, c'est de dire on protège nos compatriotes. C'est très intéressant comme terme, ça, compatriote. Ça veut dire quoi? Un compatriote, normalement, c'est quelqu'un qui a la citoyenneté. Lorsqu'en France, on parle des compatriotes, on parle des citoyens français à l'étranger, qui sont kidnappés et qu'on va chercher à récupérer parce qu'ils ont un lien avec l'État français. Et la Russie parle de compatriotes, parle de russophones, de Russes, souvent de gens qui ne sont pas nécessairement de citoyenneté russe. D'ailleurs, la Russie n'a pas été forcément favorable, et ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, à récupérer tous ces russophones et ces Russes sur son territoire au moment de l'éclatement de l'URSS. Mais vous comprenez que cet argument de dire compatriotes russes et russophones s'appuie finalement sur une forme de nationalisme ethnique qui est totalement condamnée par la Russie vis-à-vis de l'Estonie, de la Moldavie, de l'Ukraine, de la Géorgie. Donc c'est quand même intéressant, ce point de vue-là. D'accord? Alors quelle légitimité vous condamnez le nationalisme ethnique ailleurs, et en fait c'est vous qui utilisez un nationalisme ethnique. Premièrement. Cette protection, elle pourrait être aussi faite au nom de la protection des peuples. Pour une fois, on va donner la langue... la langue tatar va devenir officielle en Crimée. Vous vous rendez compte, l'Ukraine ne l'avait jamais fait, et maintenant ça peut se faire. Sauf que là, il faut être très vigilant et regarder ce que fait la Russie dans son propre pays vis-à-vis des différences ethniques et vis-à-vis des différences peuples. Je ne citerai pas Poutine et ces fameuses phrases sur la tchétchène. Ok, ça arrive. Mais je vous incite à aller voir notamment les rapports du Conseil de l'Europe, puisque la Russie est membre du Conseil de l'Europe, et notamment de tout ce qui concerne la lutte contre la xénophobie en Russie et la lutte contre le racisme. Alors après, pour répondre plus concrètement à votre question, l'idée pour la Russie, et encore une fois la conférence de presse du 18 mars de Poutine le montre très très bien, c'est qu'il est hors de question que la Russie devienne une puissance régionale d'un seul pays. J'insiste, c'est une formule que j'ai beaucoup utilisée depuis le début de cette crise, mais qui me paraît, qui n'est peut-être pas la meilleure expression, mais qui est assez révélatrice, c'est-à-dire qu'il faut recréer une union d'États avec parfois des forces de soutien. C'est-à-dire, bien évidemment, la Russie a toujours dit, mais c'est inadmissible les populations russophones d'Estonie et de Lettonie, qui n'ont pas la citoyenneté estonienne et lettonienne. Je reviendrai quand même là-dessus. Lettonne, et en même temps, quelque part,
est importante, notamment dans le cadre de sa politique de présence dans ces pays frontaliers entre l'Union européenne et la Russie. Alors effectivement, c'est intéressant, d'un point de vue géopolitique, l'Estonie et la Lettonie sont les deux pays qui n'ont pas utilisé, ce que je disais tout à l'heure, l'option 0, c'est-à-dire d'accorder systématiquement la citoyenneté du nouvel État indépendant au moment de l'indépendance et de l'accorder aux résidents. Pourquoi? Parce que la Lettonie et l'Estonie sont les pays dans lesquels la présence, on va dire des russophones, mais c'est pas le bon terme, la présence, on va dire, des Slaves, parce que souvent c'est des Russes, mais aussi des Biélorusses et des Ukrainiens, par exemple, était extrêmement importante. En Estonie, les Estoniens représentaient en 1989, selon le recensement, 1989, selon le recensement de 89, le dernier recensement soviétique, un peu plus de 50% de la population, mais tout juste. Et là, les Estoniens ont eu peur d'avoir une nouvelle indépendance avec une population russe qui pourrait à un moment donné décider éventuellement d'un rattachement avec la Russie. Et c'est pour cela, c'est leur justification, elle n'est pas forcément valable. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accordé la citoyenneté russe automatiquement. Il y a un phénomène de naturalisation qui s'est fait. Et vous le voyez, alors je ne sais pas, mais j'avais regardé, même 28% là, j'ai regardé les chiffres donnés par le ministère, il n'y a pas si longtemps, par le ministère de l'État, le ministère d'ailleurs, je sais plus, là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tous les cas les chiffres de la naturalisation qui ont augmenté, et notamment parmi, alors la population la plus âgée bien évidemment n'a pas continué à parler l'estonien, mais les jeunes de familles russophones qui ont été dans les écoles estoniennes, eux sont russophones et souvent parlent l'estonien et ont obtenu la citoyenneté estonienne. Il n'en reste pas moins qu'il y a une large partie, mais qui a diminué, une large partie de la population russophone qui ne dispose pas du droit de vote. Mais aujourd'hui, vous avez un parti, par exemple en Estonie ou en Lettonie, un parti de représentants des russophones et qui représentent la communauté russophone, c'est-à-dire des Russes citoyens, des russophones citoyens d'Estonie qui représentent une opinion politique. Donc on va passer à la dernière question. Bonsoir madame. J'ai écouté votre intervention et donc je trouve que vous avez un parti pris incroyable en parlant, en déclinant un peu la Russie, du produit positif en tout cas. Et vous oubliez le rôle, par exemple, des Américains avec l'intervention de John McCain sur place, qui a rendu les foules. Ça, déjà, je trouve que c'est pas très bien, premièrement. Et deuxièmement, j'ai écouté une intervention d'un géostratège aussi, un peu comme vous. Moi, je ne suis pas géostratège. En tout cas, il est spécialiste de sciences politiques, un peu comme vous. Il a fait une intervention sur l'Ukraine. Oui. Et il défend vraiment l'opposé de ce que vous avez dit aujourd'hui. D'accord. À tous les niveaux. Quand vous parlez de manifestants non violents, des images qui nous montrent que c'est tout le contraire. Quand vous dites que, comment dirais-je, que ce sont des pacifistes, etc., en fait, je n'ai pas dit que c'était des pacifistes. Bon, en tout cas, il y a des images qui montrent le contraire. Quand on vous dit que, par exemple, certains civils ont été blessés, il y a eu des policiers qui ont été tués, et ils ne peuvent pas être tués par des femmes et des enfants sans armes. Ça, c'est absolument impossible. D'accord. Et je pense qu'il aura accepté de débattre avec vous. Très clairement, je pense qu'il aura accepté de débattre avec vous, mais je ne peux pas le voir. Mais c'est clair que ça va être intéressant d'avoir son point de vue et votre point de vue. Et je vous dis, vous pouvez écouter ces interventions tous. Ça s'appelle Thierry Besson. Oui, non, mais j'ai déjà discuté avec des gens qui n'avaient pas le même point de vue que moi. Ok, ben là, c'est Thierry Besson que vous contactez. Heureusement. Okay, ben là, mais, alors, je veux vous dire une chose. Enfin, deux. Parce que vous avez raison, je peux vous parler des manifestants armés, ça ne me dérange pas du tout. Et de John McCain. Les États-Unis sont présents dans les États post-soviétiques, y compris en Russie d'ailleurs. Le premier McDonald's, c'est Moscou, en 90.
me souviens, j'ai vu l'ouverture du premier McDonald's autorisé visiblement par les dirigeants à l'époque. Les États-Unis, alors, les Américains, comme on aime dire, sont présents dans cette zone depuis le début des années 90. Ce qu'on appelle les Américains. Et là, il faut être précis. C'est l'ambassade américaine à Kiev, c'est la venue de députés, enfin de congressmen américains, c'est des fondations américaines, j'en connais plusieurs, j'ai déjà travaillé, discuté avec des Américains sur place, qui n'ont d'ailleurs pas toujours la même stratégie. C'est-à-dire que bon, ils viennent, les Américains, effectivement, ils ont des fondations de promotion de la démocratie. Ça, c'est visible. Vous pouvez y aller. Les fondations américaines à Kiev, moi, c'est ce que je dis souvent, si vous voulez, à mes détracteurs, allez à Maïdan, allez rencontrer les gens des fondations américaines, discuter avec les gens. Moi, c'est ce que je fais. Il y a un certain nombre de gens avec qui j'ai pu discuter qui n'ont jamais mis les pieds en Ukraine. Moi, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut sur l'Ukraine, mais je veux qu'on me dise avec qui, comment, pourquoi. Ces fondations américaines, elles sont présentes, elles font de la promotion à la démocratie. Elles font de manière très différente, elles n'ont pas les mêmes stratégies. Il y a des démocrates, des républicains, ils ne s'entendent pas entre eux, bref. Les États-Unis ont une politique dans cette zone qui est relativement claire, qui varie, c'est pour ça que je l'ai mentionné, complètement entre les républicains et les conservateurs. Je pense que la venue de John McCain n'était pas complètement soutenue par l'ambassade américaine, qui représentait les démocrates. Bref. John McCain, il fait sa pub, comme Marielle de Sarnez, qui est allée aussi sur la place Maïdan, on en parle moins. Mais, hein. John McCain a harangué les foules. Il n'y a pas besoin de John McCain pour haranguer les foules, il suffit de regarder Maïdan et avant, après John McCain. BHL, pareil. Hein. Il est là, tout le monde est content, parce qu'il y a un soutien, il y a une écoute, alors que les Ukrainiens ont l'impression d'être tout seuls. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la présence américaine, elle existe. La présence européenne existe depuis les années 90. La France, l'Allemagne, ils ont des fondations, leurs intérêts. Et oui, on retrouve une conversation téléphonique où il y a une représentante du département d'État qui dit « Ah ouais, non, nous, on préfère tel candidat à tel autre. » Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez pas que les ambassades étrangères en France, elles font la même chose quand il y a une élection en France? C'est complètement... C'est ça, on ne dit pas on n'est pas naïf. Les hommes politiques ont des intérêts politiques dans tous les pays où qu'ils soient, la France en Afrique, enfin bon bref, chaque homme politique a ses propres stratégies. Bon, ça c'est une chose. Par contre, depuis que je suis l'Ukraine, c'est-à-dire 18 ans, ce que je sais, c'est que les Ukrainiens, comme tous les peuples, je pense, du monde, ne sont pas là à dire « Ah ouais, si les Américains disent ça, c'est ça qu'il faut faire ». Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut revenir, au moment de la Révolution orange, on a beaucoup parlé de l'exportation de la démocratie. Et moi j'ai dit, ah oui, et si on posait la question de l'importation de la démocratie? C'est-à-dire la manière dont les élites locales s'inspirent de ce qui fait, ah ils font ça là-bas, ah les indignés font ça en Espagne, d'accord, les Serbes font ça, ah oui d'accord, ah là il y a tel mouvement de protestation, d'accord. Oui mais nous les Ukrainiens, nous, d'abord, la cité des tentes et les protestations, on en a fait au début des années 90. On en a fait dans les années 80. On s'est fait arrêter pour ça. Et là, il n'y avait pas les Américains. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est l'influence réelle? Et ça, on n'a aucun moyen de le mesurer. Tout ce que je sais, c'est qu'en Ukraine, il y a des Ukrainiens qui sont capables de penser par eux-mêmes, qui sont influencés comme nous, on l'est. Voilà, nous le sommes. Mais qui sont capables de savoir quelle stratégie pour leur pays et qui agissent en fonction de ça. Et je peux vous dire qu'en Ukraine aujourd'hui, Maïdan, c'est pas... tout le monde n'a pas la même stratégie à Maïdan. Ça c'est sûr. Et c'est la même chose qu'aux États-Unis, en France. Eh bien, on va combattre le gouvernement de cette manière, on n'a pas la même stratégie. Premièrement. Donc quand on dit les Américains, il faut savoir de qui on parle. Le département d'État, la fondation Intel, etc. Après, je veux bien entendre des choses. Deuxièmement, les armes sur Maïdan. Le mouvement, au départ,
est un mouvement pacifiste. Totalement. Ça, personne ne peut le nier. Ok ? Il y a deux phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est la violence policière. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est trop facile, on tabasse des manifestants et puis après, ça légitime les cocktails Molotov. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que la violence d'État a existé. Et je parle de violence d'État parce que c'est pas simplement les hommes en uniforme qui ont été utilisés, mais aussi des hommes en civil et d'une espèce de terreur qui, en effet, a entraîné chez une partie des manifestants, mais si vous regardez Maïdan, et j'y étais à plusieurs reprises, le dimanche, ce qui domine, c'est pas les hommes cagoulés en casque avec les gilets pare-balles, c'est les femmes avec leurs enfants, les femmes habillées sur leur 31, parfois même en sortant du travail, vous les voyez, les hommes en costard-cravate qui sont là et qui veulent juste être entendus par rapport à leurs droits politiques. Oui, il y avait des armes sur Maïdan, et notamment au moment où il y avait des snipers sur les toits qui tiraient sur les manifestants. Oui, mais les gens armés à Maïdan étaient une infime minorité. Si vous regardez, et là, je connais des gens qui étaient, je n'y étais pas quand Maïdan était en feu, mais j'étais à d'autres endroits, notamment en janvier. Quand vous regardez la population, et si vous regardez d'ailleurs au moment où il y a eu la tuerie, c'est au moment où il y avait le moins de manifestants. Et quand vous regardez, si vous regardez les images de l'ensemble des manifestants et de ceux qui avaient des armes et de ceux qui n'en avaient pas, vous vous rendrez compte qu'il y avait beaucoup de manifestants qui étaient avec des boucliers en bois, vous avez vu, et avec des protections aux genoux, et qui étaient juste parfois du scotch. Voilà. C'est cela mon point de vue, c'est-à-dire c'est un point de vue qui est lié à ce que j'ai observé sur Maïdan et à ce que je sais de ce que peut être la diplomatie pour avoir été en contact avec des ambassades françaises, américaines et avec des Ukrainiens dont certains je connais depuis près de 20 ans et qui ne sont ni manipulés ni par les Russes, ni par les Américains, ni par les Européens, ni par qui que ce soit, peut-être par eux-mêmes, mais du coup voilà. Donc ça ne me dérange pas que l'on me dise que les manifestants sont payés par les Américains, mais je voudrais en avoir la preuve. La preuve que j'ai pour l'instant, c'est que justement, le problème, c'est que justement, ils ne sont pas payés par les Américains. Et pourquoi c'est un problème? Parce que justement, ils restent à -25, passer des nuits et des jours sur Maïdan, et qu'ils ne sont pas payés pour ça. Et que quand on tire dessus, eh ben, ils ne rentrent pas chez eux, ils restent sur Maïdan. Et ça, bien sûr, c'est très difficile à comprendre. C'est très étonnant quand même de se dire, mais alors, on les tabasse et ils restent. Pourquoi? Parce que vous êtes payés? Parce que les États-Unis vous donnent 100 €, vous restez sur la place Maïdan? Par contre, ce que je sais, c'est qu'une des dernières fois où j'étais sur Maïdan, c'est-à-dire fin février, début mars, qu'est-ce que j'ai vu? Des boîtes en plastique, aux différents endroits que je vous ai montrés, là, des boîtes en plastique pour récolter de l'argent. Et là, vous voyez une femme avec sa fille qui va mettre un billet, un homme d'affaires qui va mettre un billet, une étudiante sur son 31 que j'ai vu mettre un billet dans une urne où il y avait marqué « des armes pour Maïdan ». Vous voyez? Et ça, c'est pas les Américains. Et ces boîtes, elles sont visibles, elles sont transparentes. Et vous avez de l'argent, quoi? Des grivnia. L'argent ukrainien. C'est ce que j'ai observé.